Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les principaux titres de ce journal. 4 mois de guerre, près de 4000 morts et toujours pas de trêve entre les deux généraux rivaux. Le Togo a lancé ce lundi des pourparlers de paix sur la crise soudanaise. Renforcer les liens avec le reste du continent, le plaidoyer du Maroc en faveur de la coopération sud-sud, le décryptage à suivre dans ce journal. Le championnat national de handball se poursuit jusqu'au 30 juillet à Brazzaville au Congo. Début très prometteur pour le club athlétique Renaissance Aiglon. Levé depuis ce lundi au Sénégal du dispositif sécuritaire dressé par les autorités autour du domicile dakarois de l'opposant Ousmane Sonko. L'information est confirmée par Ousseynou Ly, le porte-parole du PASTEF. Le parti d'Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'opposant était bloqué chez lui par les forces de sécurité depuis le 28 mai 2023. Sa condamnation a entraîné début juin de graves troubles qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine d'après le bilan de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur avait justifié les restrictions imposées à Ousmane Sonko par les appels lancés par ce dernier à la résistance. Au sujet de ces déboires judiciaires, le leader du PASTEF a toujours dénoncé une manœuvre du pouvoir visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Les combats se poursuivent au Soudan depuis le 15 avril. Les raids aériens de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les tirs d'artillerie des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait près de 4000 morts. Sur place, toujours aucune piste de sortie de crise malgré les nombreuses tentatives de médiation menées notamment par l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou encore par le bloc régional d'Afrique de l'Est. Dernier pays ayant tenté d'engager des pourparlers sur la guerre au Soudan, le Togo. Les précisions dans ce sujet préparé par Samantha Saberou Saboubanga. Le Togo a engagé une médiation pour une sortie de crise au Soudan. Depuis le 23 juillet 2023, Lomé, la capitale togolaise, abrite à cet effet une réunion consultative pour une initiative de sortie de crise à laquelle prennent part des politiciens, activistes politiques, universitaires et membres de la société civile soudanais. Participent à des consultations sous la présence du ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet. Le Togo s'est illustré brillamment dans le règlement du conflit communément appelé l'affaire des 49 soldats qui opposaient la Côte d'Ivoire au Mali. Soldats ivoiriens qui étaient accusés de mercenaires cherchant à déstabiliser la transition malienne. Dans le cas du conflit actuel au Soudan, on est dans le même registre. À un détail près, le conflit soudanais étant purement interne et a malheureusement dégénéré depuis le 15 avril en affrontement armé entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. L'initiative togolaise de médiation est donc naturellement la bienvenue et à saluer et pourra à mon sens aboutir à une trêve. Cette médiation est d'autant à soutenir qu'elle a déjà fait ses preuves et surtout doit être appuyée par des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Mali et bien entendu l'Union africaine. Alors que plusieurs processus de paix sont déjà en cours à l'initiative de l'Arabie Saoudite, des États-Unis d'Amérique, des Nations Unies notamment, le Togo, fort de ses expériences efficientes de médiation reconnues sur le continent, compte aussi jouer sa mission de bon office dans ce conflit aux conséquences dévastatrices pour les populations. Le Togo engage cette négociation quelques mois après le succès de sa médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire des soldats ivoiriens. C'est une nouvelle voie diplomatique qu'offre le Togo qui surtout ferme la porte à tout type d'interventionnisme occidental. Car qui de mieux que les Africains pour comprendre et régler les conflits africains? Ce qui reste dommage, c'est que les médiations ne soient pas mises en place en amont et ne produisent ou peu d'effets avant d'en arriver à une confrontation armée. Espérons tout de même que la capacité médiative togolaise se déploie pleinement et fasse ses effets afin d'en finir au plus vite avec ce conflit armé.
L'objectif de ces assises est de trouver un compromis entre les différents parties de la crise politique qui s'écoule au Soudan depuis plus de 4 mois entre l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le bilan actuel fait déjà plus de 3000 morts et près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison, dont plus de 600 000 pour l'étranger. Gros plan maintenant sur les relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Au cours des 20 dernières années, le Royaume a opéré un spectaculaire virage diplomatique, une ouverture à l'Afrique, et c'est ainsi que les opérateurs marocains étendent leurs activités à travers tout le continent. Le mot d'ordre étant le renforcement de la coopération sud-sud. Marcel Kouassi. Le Royaume du Maroc ne cesse de réaffirmer son identité africaine à travers une diplomatie bilatérale et multisectorielle, tout en prônant une coopération sud-sud, solidaire et accordant une place de choix au développement de ses relations avec les autres pays africains. La dernière réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique, organisée à Rabat par les autorités du pays, participe de cette ambition. Les vrais intérêts du Maroc ne sont jamais bien loin des vrais intérêts de l'Afrique, et que les vrais intérêts de l'Afrique ne sont eux-mêmes jamais incompatibles avec les vrais intérêts de l'Atlantique. Ces vrais intérêts sont fondamentalement ce qui nous permettra, au-delà même de notre groupement, de donner notre véritable vision du Sud. Un Sud qui ne se définit pas en opposition au Nord, qui ne participe pas à l'opposition des blocs, qui n'importe pas les schémas venus d'ailleurs, mais un Sud qui se réapproprie son propre espace et se réunit pour se réinventer. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération plus de 1000 accords avec les pays subsahariens, positionnant ainsi le Royaume comme l'un des plus grands investisseurs africains à travers le continent. À l'instar du Cap-Vert et du Gabon, la République du Congo salue le leadership du Maroc pour sa vision d'une Afrique nouvelle et solidaire. C'est ici le lieu de saluer avec déférence Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son leadership incontesté sur notre continent, notamment sur la problématique de la migration, mais aussi pour sa vision éclairée sur l'avènement d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique fière de son histoire et confiante sur son avenir, d'une Afrique portée sans complexe par ses peuples solidaires, d'une Afrique résolue à entrer de plein pied dans la modernité. En tant que partenaire engagé pour la paix et la sécurité en Afrique, le Maroc poursuit son attachement aux idéaux panafricains de solidarité, de coopération, de paix et de développement, ainsi que sa volonté résolue à consolider, conformément aux orientations du roi Mohamed VI, l'esprit de l'unité, de la solidarité et de la coordination autour de thématiques stratégiques d'intérêt commun pour une meilleure intégration et un développement du continent africain. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique s'ouvre ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine a convié les chefs d'État et de gouvernement africains. Objectif de cet événement, renforcer le partenariat entre la Russie et l'Afrique, continent sur lequel Moscou tente d'étendre son influence, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou économique. Le point avec Nathalie Mo. Des pays africains ont bénéficié de l'annulation de 20 milliards de dollars de dettes de la part de la Russie. L'État slave, en respect de son nouveau concept de politique étrangère, publié en mars 2023, veut devenir le principal partenaire stratégique de l'Afrique dans la création d'une société multipolaire. Ensemble, Afrique et Russie ont l'ambition d'établir des relations dénuées de clivage entre pays pauvres et développés notamment. Au sommet Russie-Afrique des 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, ces principes devraient concrètement prendre forme. Je tiens à souligner que nous avons annulé plus de 20 milliards de dollars de dettes. Nous avons annulé bien plus que n'importe quel autre pays du G8. Nous prévoyons de prendre des mesures supplémentaires pour alléger le fardeau de la dette.
Pour la Russie, annuler la dette africaine est un pas dans la lutte contre la pauvreté. L'Afrique possède plus de 40% des minerais du monde, mais ne contribue qu'à 3% du PIB mondial. Le président Vladimir Poutine, à l'occasion de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique au premier trimestre 2023, a déclaré qu'il est temps pour le continent, dont le PIB nominal a connu une croissance de 50%, de devenir émergent sur le plan économique. L'Afrique doit coopérer en étant un bloc soudé avec tous les pays du monde. C'est en cela la vision africaine sur la zone de libre-échange continentale, sur tous ces projets régionaux futuristes peuvent être examinés si l'Afrique a la possibilité de discuter avec le reste du monde en étant un bloc compact. Et une population africaine qui est près de 72-75% jeune, moins de 50 ans. Je pense que c'est important de travailler sur de nouvelles pistes, donc la technologie, l'entrepreneuriat, ce sont les domaines sur lesquels nous devons échanger avec la Russie pour réorienter cette coopération. L'essentiel de la dette des États africains annulée par la Russie remonte à la coopération militaire et au développement infrastructurel au cours de la période post-coloniale. Comme l'Union africaine, la Russie croit en la réforme de l'architecture financière mondiale axée sur la répartition des ressources monétaires internationales en faveur de nouveaux centres de croissance économique. La Russie qui a annoncé il y a une semaine son retrait de l'accord céréalier. Mais alors que l'Afrique s'inquiète pour son approvisionnement, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination du continent. La Russie poursuivra ses efforts énergétiques pour assurer la distribution de céréales, de produits alimentaires, d'engrais et d'autres biens vers l'Afrique, les mots du chef du Kremlin. 4,2%, c'est le taux de croissance que l'Égypte a enregistré sur la période 2022-2023 contre 6,2% durant l'exercice 2021-2022 d'après les chiffres du gouvernement égyptien. À noter que les 4,2% de points de croissance sont supérieurs aux prévisions du Fonds monétaire international. Le FMI tablait sur une croissance de 3,7% en 2023 contre 6,6% en 2022 et une inflation qui devrait atteindre 21,6% en rythme annuel alors qu'elle était à 8,5% en 2022 dans ce pays en difficulté économique en raison notamment de la dette internationale égyptienne qui s'est envolée depuis 2013. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé la semaine dernière un partenariat concernant l'aménagement forestier à Ménédji. En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a signé un protocole avec le consortium LEF et AS Afrique en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de forêts classées. Il vise la restauration des forêts classées de Fengolo, 12 000 hectares, et de Yani, 10 675 hectares, en vue de la génération de crédit carbone. En prenant donc cet engagement, la Côte d'Ivoire montre la voie à plusieurs États francophones. Maintenant, la question la plus importante qui se pose, a-t-on véritablement besoin donc d'études de faisabilité pour s'engager dans les projets d'atténuation? Au-delà donc de cette question, la question donc des taxes carbone se pose avec acuité et mérite beaucoup de réflexion. L'étude préliminaire de faisabilité révèle que ces deux forêts classées comprennent des collines, une infiltration moyenne et la présence de plantations d'anacardes, une activité d'élevage de bovins et des reliques forestières. Prévu sur une période d'1 an, le projet devrait permettre d'accompagner les objectifs de reforestation de l'État ivoirien d'ici 2030. On notera néanmoins que les projets crédit carbone ont pris de l'ampleur dans ces dernières décennies et fort de cela et malgré cette ampleur, les rapports du GIEC ne donnent pas grand espoir, ce qui nous interpelle tous à reposer, à re-questionner le processus afin de voir l'utilité de l'approche crédit carbone et peut-être inciter autrement les États à honorer les engagements internationaux
relative à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la planète face à la crise climatique. À cet effet, le consortium Life AIDS Afrique s'est engagé à rédiger le cahier de charge de l'étude et de le faire valider par le ministère des Eaux et Forêts au plus tard 2 mois après la signature du protocole. Notons que ce projet intègre un volet communautaire dans sa mise en œuvre ainsi que des actions d'agroforesterie et de conservation. Du sport, direction le Congo, où le championnat national senior de handball se poursuit jusqu'au 30 juillet dans la capitale Brazzaville. Et l'équipe féminine de la Direction générale de la sécurité présidentielle remet son titre en jeu. De son côté, le club athlétique Renaissance Aiglon a fait une entrée très remarquée face à l'Étoile du Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le club athlétique Renaissance Aiglon a démontré son ambition dès sa première sortie de championnat national en s'imposant par 27 contre 25 face à l'Étoile du Congo qui a pourtant remporté la première mi-temps par 13 contre 11. C'est donc dans les derniers instants du match que les Aiglons sont allés puiser dans leurs réserves afin d'assurer leur première victoire du tournoi. Je dis bien physiquement, Kara est au top par rapport à Étoile. Maintenant, il fallait jouer avec le jeu technique et tactique dans le placement des joueurs, ramener le trapèze et croire toujours que jusqu'à la fin du match, comme le match c'est 1 heure, il faut toujours croire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, nous devons tout croire et c'est ce que nous avons fait ce soir. Les dames de l'Étoile du Congo, pourtant dominantes durant la plus grande partie de cette rencontre, n'ont pas réussi à conserver leur avance. Le relâchement dans les 10 dernières minutes leur a coûté cher. Une déception à vite oubliée car le championnat national reste ouvert. C'est un sentiment de regret. C'est un sentiment de regret parce que nous avons mené toute la première partie et à la fin, en deuxième période, on a failli vers la fin. Vous commettez quelques maladresses, l'adversaire profite de l'occasion et vous marque le but de KO. Et l'adversaire était plus fort, disons, c'est la loi du sport. Et nous jouons tous les jours. Donc il faut savoir gérer avec l'effectif qu'on a, il faut savoir gérer et on prend match par match. Au total, 6 équipes chez les dames et 10 chez les hommes prennent part à la 52e édition du championnat national senior de handball qui se joue du 22 au 30 juillet 2023 à Brazzaville. Notons que sur les 12 que compte la République du Congo, seuls les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire sont représentés à ce tournoi. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'actualité.